Alors, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Imen et je suis membre de Niche. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session. Ce webinaire marque la session finale d'une série de webinaires conçus pour renforcer les capacités des GTCV en matière d'introduction des vaccins et de priorisation et de séquençage, ainsi que d'optimisation des programmes de vaccination. Tout au long de cette série, nous avons progressé de manière structurée en abordant ce que sont la priorisation et l'optimisation, pourquoi elles sont importantes et comment les GTCV peuvent les appliquer dans leur contexte nationaux. Jusqu'à présent, l'accent a été mis principalement sur la priorisation, notamment la sélection des critères, la pondération et notation, la synthèse des données probantes et les discussions menant à des recommandations pour les stratégies nationales de vaccination. Alors, la priorisation est essentielle pour la planification à moyen et à long terme. À ce sujet, les enregistrements des sessions précédentes sont disponibles sur le site web du Niche. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'optimisation, un thème devenu particulièrement urgent dans le contexte actuel de restrictions budgétaires mondiales. L'optimisation, en fait, répond principalement à des besoins à court et moyen terme et vise non pas à l'introduction de nouveaux vaccins, mais l'amélioration et de l'utilisation des vaccins existants au sein d'un programme, par exemple, différents modèles de prestation, la réduction des pertes ou l'ajustement des calendriers de vaccination pour une meilleure efficacité. Il est important de souligner que l'optimisation et la priorisation sont complémentaires et doivent être envisagées ensemble. Nous sommes très heureux de vous présenter le nouveau module sur l'optimisation désormais disponible dans la section Resources du NITAG Resource Center ainsi que sur le site du GNN. Ce module est destiné à une utilisation conjointe par les PEV et les GTCV en reconnaissance du lien étroit entre la mise en œuvre des programmes et le conseil en politique vaccinale. Avant de commencer, nous souhaitons rappeler au GTCV de compléter l'enquête de soutien qui sera partagée à la fin de ce webinaire. Elle doit être complétée une seule fois par pays, idéalement conjointement par les membres du GTCV, par exemple le secrétariat, le président ou un autre membre. Et elle restera il restera ouverte jusqu'à mercredi prochain, donc sa complétion est très importante pour nous. Nous vous invitons également à poser vos questions à tout moment en utilisant la boîte Q&A ou questions-réponses, pas le chat. Enfin, bienvenue à tous et merci à nos intervenants pour leur participation aujourd'hui. On va passer à la première session avec Florian du développement Catalyst et Steve de Gavi. Florian, le micro à vous. Merci, Men. Bonjour à tous. Peut-être avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Guyot, je suis Senior Technical Officer pour Development Catalyst et j'ai appuyé notamment avec l'OMS et auparavant avec la Fondation Gates la construction des modules NVIPST pour la priorisation et maintenant optimisation donc pour l'optimisation, le module d'optimisation spécifique. Et je laisserai Steve se présenter au moment où on abordera les sujets de Gavi. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de couvrir trois sujets. Un rapide rappel pour ceux notamment qui n'avaient pas pu assister au premier webinaire des définitions et de la différence entre priorisation et optimisation. Je n'y passerai pas beaucoup de temps puisqu'on l'a couvert amplement lors de ce webinaire. Ensuite, je passerai la parole à Steve Sossler qui nous parlera de l'optimisation dans le contexte de Gavi 6.0 et des nouvelles demandes de subventions. Et enfin, après notamment le partage des expériences pays, je vous présenterai plus spécifiquement le processus et les outils qui ont été développés pour vous appuyer
dans la réalisation de ces exercices d'optimisation dans votre pays. Donc, je vais commencer encore une fois par un rappel sur la différence entre optimisation et priorisation. L'optimisation, comme Iman l'a dit, c'est en effet ce qui vise à améliorer l'utilisation des vaccins déjà introduits, notamment en ajustant les produits, les calendriers, les présentations, la composition, pour maximiser l'impact sanitaire, l'efficacité, la couverture des programmes. Il y a un certain nombre de bénéfices attendus de l'optimisation qui vont au-delà de juste les économies de coûts. Ça peut être des augmentations de couverture, des diminutions des taux de perte, etc. Un exemple, c'est ce qu'a fait l'Afrique du Sud en 2024 en passant du PCV 13 au PCV 10 afin de garder une protection élevée tout en minimisant les coûts. La priorisation, c'est vraiment le séquencement des vaccins qui ne sont pas encore introduits pour déterminer lesquels doivent être introduits en premier, lesquels doivent être reportés à plus tard et justifier cet ordre. Voilà. En pratique, il y a un certain nombre de questions qui peuvent se poser et parfois qui seront pas tout à fait claires entre est-ce que c'est priorisation et optimisation. On en a mis quelques-unes ici. Pour ceux qui avaient assisté à la première séance, c'est, euh, ce sont les mêmes questions politiques. Donc, par exemple, le pays doit-il passer du PCV 13 au PCV 10? C'est une question d'optimisation. Faut-il passer du vaccin contre la rougeole au vaccin contre la rougeole, rubéole, RR? Donc ça, c'est plutôt une question de priorisation parce qu'on rajoute un antigène rubéole qui n'existait pas avant. Si on passe du vaccin, si on veut introduire le vaccin conjugué contre la typhoïde, euh, même si on utilisait avant un vaccin uniquement lors des épidémies en réponse à ces épidémies, ça reste une introduction et donc une priorisation parce qu'on parle d'une introduction d'un nouvel antigène dans le calendrier de routine. Donc, on différencie vraiment entre routine et des vaccins qui peuvent avoir utilisés de manière sporadique lors des campagnes ou lors de réponses. Lorsqu'on se pose la question de remplacer les vaccins DTC plus vaccin VPI par le vaccin hexavalent, c'est plutôt une question d'optimisation. On ne rajoute pas d'antigènes, on combine juste des vaccins existants. Je prends la dernière question qui peut être un peu plus ambiguë. Si on doit introduire un vaccin contre la méningite, est-ce qu'il s'agit d'une priorisation ou d'une optimisation? Si on parle du vaccin multivalent, c'est une priorisation si le vaccin n'était pas déjà dans le calendrier de routine. C'est une optimisation si on passe du vaccin MenA, par exemple, contre le sérotype A, au vaccin multivalent, pentavalent contre 5 sérotypes. Dans ce cas, ce sera une optimisation parce qu'on ne rajoute pas un antigène, on modifie la composition. Ça, c'est un peu le cadre général, à savoir que, comme le disait Imen, ces deux questions, priorisation et optimisation, elles peuvent être souvent liées, notamment parce que on va le voir, des optimisations d'un point de vue budgétaire peuvent permettre des introductions de nouveaux vaccins, donc peuvent libérer du budget pour des introductions de nouveaux vaccins. On a également, dans certains cas, par exemple, si on va introduire euh, un vaccin contre le HPV euh, pour les jeunes filles au début de l'adolescence, ça crée un nouveau point de contact qui peut être utilisé, par exemple, pour optimiser le vaccin DTC en rajoutant une dose de rappel au même âge. Donc, en fait, parfois, des introductions, des priorisations de vaccins peuvent permettre également d'optimiser certains autres vaccins préexistants. Donc, juste concrètement, qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui n'est pas inclus dans l'optimisation et priorisation? Et ça se rapporte aussi aux outils que vous trouverez. Donc, priorisation, on l'a largement couvert dans ce webinaire, je ne reviendrai pas. Mais optimisation, ce qu'on couvre dans l'outil, et dans les processus qui sont proposés, c'est tout ce qui est revoir les produits, les calendriers, les cibles, les présentations, les modes d'administration et la couverture des sérotypes. Par contre, ce qui n'est pas inclus, c'est les arbitrages entre les modes de prestation, donc de delivery en campagne versus routine. Ça peut être considéré par certains comme une optimisation. Est-ce qu'on passe d'un vaccin qu'on administrait avant que en campagne, qu'en routine, en rajoutant de la campagne?
mais ça, c'est pas couvert dans ce qu'on appelle l'optimisation dans cette première version du processus que je vous présenterai tout à l'heure. Quels sont les bénéfices potentiels attendus? Donc, comme je le disais, l'amélioration du programme, donc par exemple la couverture, les taux de perte, la chaîne de froid, etc. Aligner le coût du programme sur l'espace fiscal et optimiser le rapport coût-bénéfice. Et ça peut permettre, comme je le signalais, de réinvestir euh, des, euh, des économies dans des introductions de nouveaux vaccins. Ça enrichit la planification stratégique. Ça permet aussi de garantir un accès sécurisé et durable aux vaccins. Et dans certains cas, un meilleur contrôle des maladies, par exemple, parce qu'on rajoute des doses de rappel, etc. Qui est-ce qui doit mener le travail? C'est comme pour la priorisation, c'est le PEV et le GTCV, et ça dépendra du contexte national. Généralement, on recommande que ce soit mené conjointement par les deux organisations. Et la période considérée, c'est plutôt une période à court et moyen terme. Ça, c'est juste un exemple pour comprendre un peu l'opportunité de l'optimisation. En fait, si on regarde juste le PCV, si on prend l'exemple du PCV, on voit que ça a énormément évolué au cours des 20 dernières années. Et la première note de synthèse, le premier position paper de l'OMS en 2007, on voit qu'il y a eu des nouveaux produits, Synflorix, Prevnar, Pneumocil, etc., des nouvelles présentations, donc des passages en flacons de 2 doses, de 4 doses, euh, d'une, des nouvelles notes de synthèse de l'OMS qui ont revu les recommandations ou les schémas vaccinaux qui peuvent être acceptés. On passait de 3 doses en 2007. En 2019, l'OMS a dit que 2 doses plus une dose de rappel plus tardive était possible. Et en 2025, donc l'année dernière, sous condition, l'OMS a approuvé l'utilisation d'un schéma vaccinal en une dose plus une dose. Et quand on regarde le prix, juste dans le cadre de Gavi, on voit aussi que le prix des vaccins a pas mal évolué et a eu même tendance à diminuer au cours, euh, au cours des 20 dernières années. Donc, tous ces évolutions, et ça c'est que pour le PCV, c'est la même chose pour d'autres antigènes, toutes ces évolutions, elles justifient pourquoi est-ce que c'est pertinent aujourd'hui et de manière régulière de regarder son portefeuille de vaccins dans un pays et de l'optimiser. Euh, pour finir, et je vais être assez bref là-dessus, quels sont les moments idéaux pour mener ce type d'exercice, priorisation et optimisation? Le moment principal qui est recommandé, c'est vraiment la préparation de la stratégie nationale de vaccination ou des documents stratégiques. Pourquoi? Parce que ça va être le moment où justement il y a un travail de revue du portefeuille, il y a un travail de planification sur les prochaines années, d'anticipation des vaccins qui vont être introduits et des modifications potentielles sur les vaccins existants. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on recommande, d'essayer d'aligner les exercices de priorisation et d'optimisation sur la préparation de la SNV. Mais ça peut être aussi la mise à jour de la SNV, ça peut être aussi l'occasion de faire ce travail d'optimisation ou au moins de le rafraîchir, c'est-à-dire de le mettre à jour. Les cycles de financement ou de budgétisation, par exemple, dans certains cas, pour les pays Gavi, le moment de la demande du lancement d'un nouveau cycle Gavi, ça peut être aussi idéal pour se faire ce travail-là de revue et d'optimisation des vaccins. Les moments d'approvisionnement, donc je parlais tout à l'heure de l'exemple de l'Afrique du Sud, eux, lorsqu'ils ont fait leur passage du PCV 13 au PCV 10 en 2024, c'était le moment où le contrat en cours avec le précédent fournisseur de vaccins arrivait à son terme et ils faisaient un nouvel appel d'offres pour des vaccins PCV et c'est l'occasion qu'ils ont choisi d'optimiser pour cet antigène. De manière opérationnelle, dans certains pays, il y a des revues du PEV, ça peut être aussi tous les ans ou tous les 2 ans, ça peut être aussi l'occasion de faire ce travail d'optimisation et également mettre à jour, on recommande de mettre à jour les résultats de cette optimisation lorsqu'on a des nouvelles notes de synthèse du SAGE, donc de l'OMS sur certains antigènes, des nouvelles policies Gavi, donc c'est le cas en ce moment et Steve va nous le présenter dans une minute, des nouveaux vaccins ou des nouvelles préqualifications, ou alors des nouveaux produits et nouvelles présentations, par exemple le passage d'une présentation d'une dose à une présentation de 5 doses pour certains vaccins ou de 10 doses pour certains vaccins, par exemple le DTC, ça peut permettre de faire des économies de coûts à l'échelle du programme. Voilà, donc ça c'était un bref rappel. Je passe
la parole à Steve pour vous présenter ce que ça veut dire dans le cadre de Gavi 6.0. À toi, Steve. Merci Florian. Bonjour à tous. Je m'appelle Steven Sosler. Je suis responsable des programmes de vaccination au secrétariat de Gavi. Alors, pour commencer, prochaine diapo, s'il vous plaît. La nouvelle stratégie de Gavi lancée ce mois-ci comporte plusieurs évolutions importantes visant à garantir que notre soutien reste pleinement aligné sur les besoins des pays. Ces changements reflètent non seulement les contraintes financières auxquelles de nombreux pays sont confrontés, mais aussi le fait que Gavi fonctionne aujourd'hui avec des ressources plus limitées que prévu. Nous avons donc dû ajuster d'une manière réfléchie la manière dont nous allions et priorisons notre soutien afin de continuer à maximiser l'impact de manière efficace et équitable. Notre objectif est de travailler encore plus étroitement avec les pays et les partenaires pour révéler ces défis et préserver le progrès en matière de vaccination. Cette diapo montre un changement clé introduit par Gavi 6.0. Alors, il s'agit des budgets de vaccins pour chaque pays et qui sont désormais plafonnés. Jusqu'à présent, pour ceux qui connaissent comment travaille Gavi, depuis notre création, un pays pouvait demander un nombre de programmes de vaccination potentiellement illimité, à condition d'en avoir la capacité programmatique et de pouvoir assurer, bien sûr, aussi le cofinancement. Avec Gavi 6.0, la nouvelle stratégie, cette logique a évolué. Les pays ne peuvent désormais demander un soutien pour les programmes de vaccination que dans le cadre d'une enveloppe budgétaire prédéfinie appelée les budgets vaccins pays, ou bien en anglais Country Vaccine Budgets, ou CVB. Cela implique un passage d'une approche basée sur la demande à une approche qui est bien sûr toujours sur la demande, mais aussi fondée sur le choix des priorités dans un contexte de ressources limitées. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, parlons un peu plus spécifiquement sur les budgets vaccins pays. Les CVB sont les allocations que Gavi met à disposition des pays pour l'achat de vaccins dans le cadre de Gavi 6.0. Donc, c'est-à-dire pour la stratégie qui commence maintenant et qui va durer jusqu'au fin 2030. Il couvre l'ensemble des engagements présents de vaccins de routine, les introductions potentielles ou possibles de vaccins, ainsi que les campagnes préventives comme les campagnes de suivi et de rattrapage de rougeole. En revanche, les CVB n'incluent pas les vaccins de riposte aux épidémies, ni aux autres coûts d'achat de vaccins non appuyés par Gavi, pour lesquels des financements domestiques est séparé. Par exemple, le financement pour le BCG ou le VPO. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voici, on explique comment Gavi classe les vaccins vaccinaux dans le cadre des allocations budgétaires vaccins pays ou bien CVB dans la prochaine stratégie. Ceci a été aussi approuvé par le comité de conseil, le Gavi, le board de Gavi. D'un côté, nous avons les programmes, disons, les programmes garantis
Et il s'agit des programmes qui offrent le meilleur rapport coût-bénéfice à l'échelle mondiale. Ce sont les vaccins qui sauvent le plus de vies pour chaque dollar investi et présentent une forte pertinence à santé publique. C'est pourquoi Gavi les finance en priorité et de manière systématique. Ici, on y retrouve les vaccins de base du programme élargi de vaccination, comme le Penta, le PCV, le pneumocoque, le rotavirus, la rougeole, roubiole, avec aussi ses compagnies de suivi, le VPH, avec les compagnies multi-âge ou bien les MAC qui sont liées à l'introduction de VPH, la polio inactivée, l'hexavalente est aussi inclus, et aussi la fièvre jaune en routine et la dose de naissance contre la hépatite B. À côté de ces programmes, disons en guillemets, garantis, on distingue les programmes discrétionnaires. Ceux-ci certainement restent très importants, souvent focalisés géographiquement en termes d'épidémiologie et qui nécessitent une décision d'investissement plus ciblée car ils varient selon les priorités nationales, l'épidémiologie et les contraintes budgétaires. Cela inclut par exemple le vaccin contre le palu, les campagnes contre la fièvre, les campagnes préventives contre la fièvre jaune, l'encéphalite japonais, la typhoïde, le choléra, la méningocoque, les rappels contenant de DTC, la rage est aussi inclus ici. Et encore le plus nouveau vaccin approuvé par Gavi, c'est le VRS, qui n'est pas encore actuellement dispo, mais on envisage que le VRS sera disponible au pays vers la fin de cette stratégie. Enfin, il est important de noter que les épidémies, euh, les- l'appui pour les vaccins, pour faire des réponses aux épidémies, et les diagnostics ne révèlent pas du champ d'application de CVB. Ces financements sont séparés et sont prévus pour les activités là-dessus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, un peu des infos, un peu des détails en rapport avec le timelines. Alors, avec cette nouveauté de bouger vaccin spécifique pour chaque pays, le rôle de VPAP, l'optimisation et la priorisation de portefeuille de vaccins deviennent encore plus importantes et centrales dans la préparation des demandes ou les applications holistiques que les pays sont demandés à établir à Gavi. Le processus va commencer, ou mieux dire, cela en fait a déjà commencé avec l'envoi d'une lettre officielle d'ici la fin du mois pour initier l'engagement avec les pays. Donc, il s'agit des échanges préparatoires avec le ministère de Santé, mais aussi importantes avec le ministère des Finances, les équipes du PEV et les partenaires sur place afin de clarifier les besoins actuels, les contraintes actuelles et des données disponibles qui vont être nécessaires d'inclure dans les applications. Ensuite, le pays examine les budgets nationaux de vaccination conformément au niveau modèle de Gavi. C'est à ce moment qu'on demande les pays d'analyser leur programme, évalue aussi les différents scénarios et commence à faire des choix guidés par les enveloppes financières disponibles. Le VPAP les aide à comparer à l'impact, les coûts et les priorités nationales pour déterminer quelles introductions, quelles campagnes de rattrapage et quels ajustements de programmes actuels sont les plus pertinents.
Après, après cette partie du processus, c'est le travail d'approfondir sur cette analyse. Les pays peuvent tester plusieurs options afin d'affiner les compris nécessaires et valider leurs décisions sur la base de données et évidence probante ou l'évidence qui est existante. Pendant cette période, l'Alliance, y compris le secrétariat, mais importante, l'OMS, l'UNICEF et d'autres partenaires comme GSI, Choices, DevCats, fournit un appui technique, les outils analytiques, ainsi que le renforcement des capacités nationales, notamment à travers les NITAG. Enfin, toutes ces étapes convergent vers la finalisation de la demande holistique. Bref, une application de demande intégrée qui ressemble les choix de vaccins, les besoins opérationnels et les implications financières entièrement alignées sur le plafond du CVB, qui, encore une fois, va être communiqué au pays d'ici fin de ce mois, de janvier. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vais repasser la parole à Florian, à toi. Merci Steve. Oui, très rapidement, puisqu'en fait on va y revenir et à la fin de la deuxième session et je vois que le temps passe. En fait, pour appuyer justement ces exercices de VPOP dont Steve était en train de parler, comme je vous disais, il y a un document d'orientation et un certain nombre d'outils qui vont être mis à disposition au pays, de la même manière que l'outil NVIPST pour la priorisation l'a été. Euh, et cet outil, en fait, il sera composé donc d'un document principal qui récapitule les différentes étapes à suivre pour mener ce travail d'optimisation. Vous verrez, on a aussi une liste des questions potentielles d'optimisation pour chaque antigène, avec à ce jour, je crois, 16 fiches d'informations sur des questions d'optimisation. Ce qu'on appelle une question d'optimisation, c'est par exemple HPV passer de 2 doses à une dose, PCV passer de PCV 13 à PCV 10. Ça, c'est deux questions d'optimisation différentes et on a fait des espèces de fiches synthétiques pour vous aider à les sélectionner et je vous montrerai ça tout à l'heure. Et il y aura un certain nombre de modèles qui seront également disponibles sur cette plateforme. Pour la première version, donc d'ici le 23 janvier, donc demain, des termes de référence, une présentation synthétique, un modèle de plan de travail, une matrice de collecte des données et des critères sur la base des critères NVIPST, mais sélectionnés pour l'optimisation. Et d'ici le début de Q2 du deuxième trimestre, on aura des outils supplémentaires qui seront mis à votre disposition. On pourra y revenir plus tard tout à l'heure. Mais peut-être je vais rendre la parole au facilitateur s'il y a des questions. Je sais plus si c'est le Q&A tout de suite ou si c'est d'abord la présentation pays. À vous. Oui, merci Florian, merci pour la présentation, merci Steve. Donc on va passer à la présentation des pays et puis on aura la session questions-réponses. Donc on va y avoir toutes les questions ensemble à la fin. Vous pouvez mettre vos questions dans le Q&A box avec le point d'interrogation, s'il vous plaît. Parce que si vous les mettez en chat, ça risque d'être perdu. Alors maintenant, on va passer la parole à Dr. Brew pour pour représenter l'expérience du Côte d'Ivoire. Merci, Dr. Brew. La parole est à vous. Euh, Bonjour à tous. Merci d'avoir associé la Côte d'Ivoire à cette importante réunion. Je suis Dr Brou, le directeur du programme élargi de vaccination de Côte d'Ivoire. Alors, en introduction, je peux déjà vous dire que la Côte d'Ivoire
comme beaucoup de pays africains, a bénéficié de l'appui de Gavi depuis 2002 jusqu'à ce jour. Et vu que le pays s'enrichit, si je peux dire, dans presque plusieurs domaines, dans les principes de Gavi, la Côte d'Ivoire doit sortir de l'éligibilité de Gavi. On n'est pas les seuls, il y a déjà une dizaine de pays déjà. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, je vais vous présenter deux documents. Le premier document, c'est la transition de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du financement de Gavi, situation actuelle et les enjeux. Alors, j'espère que vous voyez ma présentation. OK. Alors, je disais effectivement, depuis 2001, la Côte d'Ivoire a bénéficié de l'appui de Gavi et selon la politique de transition de Gavi, le pays est entré en transition parce que le pays s'enrichit et nous devons sortir de l'éligibilité de Gavi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La recherche de pérennité de toutes ces actions parce que l'appui de Gavi a permis au pays d'avoir des couvertures vaccinales élevées pour la rougeole, pour les penta 3, l'introduction de nombreux vaccins, dont les derniers en date pour le paludisme, la lutte contre le cancer du col de l'utérus avec l'HPV, pour ne citer que ces vaccins-là. Et maintenant que nous sortons de l'éligibilité, il a plu au ministre de la Santé, le ministre Pierre Demba, de demander au département de la vaccination d'avoir un plan de transition pour ne pas aller dans tous les sens. Pour réussir justement la transition programmatique et financière. Alors, je vous présente cette diapo qui montre la Pardon, politique. pardon, Dr. Bro, est-ce que vous pouvez mettre votre présentation en mode diaporama? Ah, d'accord. OK. Donc, c'est mieux pour la C'est bon? visibilité. Oui, oui, ça va. Merci, merci. Très bien. Alors, la politique d'éligibilité, la transition, on voit ici dans cette diapo, durée variable, et sur 8 ans, nous avons bénéficié d'appuis énormes de Gavi et ça nous a permis, je disais tantôt, d'introduire de nouveaux vaccins, d'augmenter les couvertures vaccinales et nous avons travaillé d'abord pour accélérer la transition et maintenant nous sommes vraiment en période de transition. Alors, quelles sont les implications de cette transition? Le cofinancement que nous avons bénéficié depuis longtemps, eh bien, c'est près de 400%. Donc, la part de cofinancement passera de 34% en 2023 à 100% en 2030. Et la Côte d'Ivoire doit augmenter son cofinancement de 6,2 millions de dollars en 2023 à 32 millions de dollars en 2029. Jusqu'à 2025, on a quelques retards récurrents du cofinancement, mais après, tout passe dans l'ordre avec le budget général. Donc, l'objectif de travailler en 2026, nous sommes en plein exercice pour faire appliquer le mécanisme de paiement anticipé des vaccins est en cours. Donc, cette diapo vous montre un peu les appuis et les obligations du gouvernement ivoirien et ses partenaires sur place pour avoir des vaccins. Alors, je vais passer très rapidement. Vous voyez un peu les avalants, bon, qui n'est pas encore arrivé ici, mais l'HPV, le malaria est déjà disponible, le petavala, le rota sont des vaccins qui sont déjà cofinancés avec Gavi, notre partenaire de tous les jours. En rose, c'est les vaccins de cofinancement et en bleu, les vaccins financés par Gavi pour la population ivoirienne. Alors, comment les pays se préparent? D'abord,
Il y a la sensibilisation du gouvernement pour la prise en charge des coûts des vaccins. Nous avons, dans ces cadres, rencontré les cabinets, surtout dans nos différentes réunions de CCIA. Chaque 3 mois, nous présentons l'état des activités de vaccination, de la stratégie de vaccination au ministre et à son cabinet. Nous participons aussi aux conférences budgétaires et nous sommes membres de MCC, c'est le directeur du PEV qui représente même le cabinet dans la primature pour le groupe qui travaille sur le MCC. Nous avons une attestation du gouvernement pour le paiement anticipé et nous avons noté une augmentation progressive de l'achat des vaccins de 2016 jusqu'en 2020 et nous avons fait un briefing de tous les responsables sur la théorie des changements. Donc, ce que je vous présente, c'est un document, c'est un plan qui existe, qui a été rédigé et qui a été largement diffusé sur toute l'étendue du territoire avec toutes les parties prenantes pour dire que le plan de transition est quelque chose d'inclusif pour tous ceux qui participent à la stratégie de vaccination. Alors, nous continuons toujours les sessions de sensibilisation. On vient, par exemple, de renouveler le Parlement ivoirien. Actuellement, le programme élargi de vaccination et ses partenaires sont en pleine rédaction et de validation du plan d'action. Ce sera validé aujourd'hui pour 2026. Et les actions à l'endroit des parlementaires, à l'envoi du gouvernement, sont bien inscrites dans les plaidoyers. Il y a l'élaboration du plan de viabilité du secteur et l'élaboration de la politique nationale de vaccination. Effectivement, nous avons un document de politique nationale de vaccination qui a été validé en 2023, qui montre essentiellement trois, je peux dire, trois canaux. La politique de vaccination, la première politique, c'est le programme élargi de vaccination pour la politique de gratuité destinée aux enfants âgés de 0 à 5 ans, les femmes enceintes et les filles de 9 ans pour les HPV. Mais il y a aussi l'autre volet de la vaccination payante pour les cibles hors PEV. Et puis, le troisième, c'est les vaccins disponibles dans les officines privées destinés à ceux qui peuvent payer les vaccins et se faire injecter. Alors, il y a l'organisation des réunions avec les collectivités, avec le leadership du ministre lui-même. Il a déjà commencé depuis l'an passé, en 2025, il a rencontré tous les maires d'Abidjan. Je dis tantôt que les couvertures vaccinales en Côte d'Ivoire sont bien, mais on a une insuffisance de la grande ville d'Abidjan qui compte environ 8 millions d'habitants. Donc, les 10 districts sanitaires d'Abidjan, avec les maires, ont été rencontrés et cela a produit des résultats. L'objectif, c'est que les collectivités investissent sur la vaccination et sur les soins de santé primaire en général. Je vais un peu vite. Donc, la création d'un fonds de SIDA. Le ministre a créé un fonds, l'ancien fonds de lutte contre le sida est devenu un fonds de lutte contre les maladies. Ce n'est plus seulement le sida. Le paludisme va bénéficier, la tuberculose va bénéficier, le programme élargi de vaccination va aussi bénéficier. Et le même ministre a demandé la création d'un outil de plaidoyer que je vais vous présenter tout à l'heure rapidement, appelé la déclaration d'Abidjan, qui a été fait en 2024 avec l'appui de 10 pays qui sont dans les mêmes situations et avec l'appui aussi des Gavi. Donc voilà un peu l'opportunité que nous avons, c'est que le mémorandum d'accord avec l'UNICEF tient toujours, la facilité accordée à l'UNICEF pour l'initiative vaccinale et l'appui des partenaires et le plaidoyer avec les OSC et la sensibilisation des autorités pour que la vaccination soit bien vue en matière de financement. Mais tout n'est pas aussi rose. Il y a aussi des difficultés pour mobiliser les ressources parce que nous sommes alignés sur le budget général qui est annuel. Donc, les fonds
prennent un peu de temps à se mettre en place pour que nous puissions faire les transferts. Mais cela s'arrange finalement vers le mois de septembre ou octobre. Et puis aussi des menaces, des troubles sociopolitiques qui ont beaucoup d'influence sur la vaccination. Mais Dieu merci, après les différentes élections, le pays est vraiment en paix et les activités se déroulent en bon escient. D'ailleurs, pendant les activités des campagnes présidentielles, nous avons pu vacciner plus de 1000 doses en utilisant les activités des rassemblements de la population. Alors, le pays est-il prêt? Oui, le pays, on ne peut pas dire qu'on est prêt à 100%, mais la disponibilité des vaccins traditionnels et des nouveaux vaccins et la logistique. Nous avons 11 dépôts régionaux pour rapprocher justement les vaccins des populations bénéficiaires. Il y a 11 dépôts régionaux qui sont fonctionnels et bien équipés. Et nous aussi, nous utilisons les pôles régionaux d'excellence en santé que le ministre a bien voulu créer de telle sorte que les vaccins sont disponibles pour 6 mois, pour 4 mois dans toutes les régions de Côte d'Ivoire en temps réel. Le maintien des activités d'accroissement des performances. On travaille sur la génération des demandes, la surveillance des prestations, la qualité des données et le coût du fonctionnement. Ensuite, les enjeux et défis des mécanismes pérennes, prise en charge des coûts d'achat des vaccins et le coût opérationnel et le coût des vaccins, puisque nous ne produisons pas de vaccins, et mise en place à temps des ressources que j'avais évoquées tantôt. Autre enjeu et défi, c'est la responsabilisation et prise en main du processus par les parties prenantes et la pérennité financière pour vraiment rendre disponibles les vaccins en Côte d'Ivoire. Donc voilà la première présentation que je voulais faire. Alors je ne sais pas si je peux aller directement sur Je pense l'autre. pas. Je pense pas parce que on doit donner la parole à Dr. Ba pour faire sa présentation et puis Est-ce euh, que je peux terminer sur les hmm, 5 points sur la déclaration d'Abidjan, rapidement? Là, ce n'est pas une une présentation. minute. 1 minute, OK. Alors, pour la déclaration d'Abidjan, et pour que la transition marche, nous avons un outil de plaidoyer qui s'appelle Déclaration d'Abidjan. Nous l'avons rédigé avec les autres pays frères et aujourd'hui, c'est plus de 20 pays. L'objet, c'est de mobiliser les ressources nationales pour soutenir la vaccination, accroître les crédits budgétaires, poursuivre et accroître les investissements nationaux, intégrer la couverture vaccinale en tant qu'objectif dans les cadres nationaux de politique de santé, renforcer les cadres décisionnels, créer un mécanisme de suivi, renforcer les systèmes des soins de santé primaires et créer une synergie. Et tous ces engagements ont été pris par 10 pays qui sortent de l'éligibilité de Gavi et on a été rejoint par les autres pays frères qui seront certainement dans la même situation que la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous sommes 21 et cet outil, après le plan de transition que nous avons, voilà un outil de plaidoyer que nous avons rédigé qui nous sert de boussole. Et la Côte d'Ivoire, je termine, héberge le secrétariat de la déclaration d'Abidjan avec l'appui de nos partenaires de tous les jours Gavi et nous travaillons en bonne intelligence avec les autres pays pour suivre ces plans d'action. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais maintenant, je passe la parole à Dr. Ba. Ok. Vous, je pense que vous avez Et deux. donc, avec votre permission, est-ce que vous allez projeter ou bien c'est moi qui vais partager mon écran? C'est vous qui vont partager votre écran. C'est pas moi. Ok, d'accord. Merci. Merci. Maintenant, là. Le partage là, c'est in, c'est un. Ça. Donc, je vais le mettre en forme diaporama, là.
Ok, donc bonjour à tout le monde. Avec la permission des membres du GTCV Guinée et aussi l'accompagnement de l'OMS, dont Dr Kandé qui est ici présent, je vais vous présenter l'expérience de la Guinée en matière de priorisation des vaccins. Au départ, nous avons essayé de parler du contexte. Il s'agit de la survenue des épidémies des maladies contre lesquelles des vaccins ne sont pas encore introduits dans le pays. Donc, on s'est aussi basé sur le lourd fardeau de la maladie pour les ménages et puis le retard dans l'introduction de certains vaccins de routine comparativement aux autres pays de la sous-région. Également, on s'est basé sur la faible couverture vaccinale parce que on ne reste pas sans savoir que depuis 2015 jusqu'en 2024-23, nous étions à 47% de couverture vaccinale en VAR et en Penta. Donc, en 2024, la Guinée quand même a eu la chance de rehausser sa couverture vaccinale de 47 à 63% avec 16 points de pourcentage de gain. Donc ça, quand même, ça a encouragé quand même tous les partenaires à nous accompagner pour essayer de relever ces défis. Et puis, il y a l'élaboration de la stratégie nationale de vaccination qui couvre la période 2025-2029 et avec la subvention de FPP. Toujours dans le cadre du contexte, il y a la priorisation de la stratégie du gouvernement pour les nouveaux vaccins. Donc, les autorités adhèrent à la priorisation des vaccins parce que compte tenu de cette rareté des ressources qui s'annonce, il faut quand même que le pays se positionne par rapport à l'introduction des nouveaux vaccins. En plus, ce qui vient encore encourager à faire la priorisation, c'est par rapport aux contraintes budgétaires de Gavi 6.0 qui nécessitent obligatoirement la priorisation et l'optimisation de l'introduction de nouveaux vaccins. Sur la deuxième Docteur slide, Ba, c'est vous excusez-moi, décrire en fait la le présentation processus n'a pas en mode que le pays a diaporama. utilisé pour faire la priorisation. Au départ, il y a eu la mise en place d'un groupe technique national d'introduction de nouveaux vaccins autour du GTCV, donc pour appuyer le GTCV à faire le choix de ces vaccins. Donc, ce premier point, c'est surtout l'orientation des membres du GTCV sur la priorisation de nouveaux et l'optimisation des vaccins, qui a eu lieu au mois d'août, lors du premier atelier qui a été appuyé par les partenaires JSAI. Ensuite, le deuxième, c'est la mise en place d'une équipe technique multidisciplinaire et multisectorielle pour la validation des données qui sont récoltées à partir de la revue des données, la priorisation des nouveaux vaccins et l'élaboration des dossiers pour la soumission à Gavi. Le deuxième point Docteur par Ba, rapport au vous processus, c'est m'entendez? l'analyse de situation qui a été approfondie. Dans ce cadre, nous avons fait la revue documentaire et de la littérature, l'analyse des données de couverture, l'identification de goulots d'étranglement et qui sont liés à la disponibilité des données et propositions des approches alternatives. Toujours dans le cadre de l'analyse de situation approfondie, il y a eu également la conception des outils standards de collecte et de compilation des données, l'utilisation de priorisation multicritères qui a été déjà partagée avec le niveau central. Le troisième point, c'est par rapport à la prise en compte de l'économie vaccinale pour la priorisation. Donc, nous avons tenu compte de la disponibilité d'abord du vaccin au niveau du marché mondial, l'analyse du coût-efficacité pour les vaccins candidats, et puis le coût du traitement pour des cas de maladies qu'on pouvait éviter par la vaccination au niveau de l'hospitalisation dans les hôpitaux. Donc, après avoir analysé les différents critères qui nous ont été proposés, la Guinée a retenu 15 critères, dont 8 critères essentiels, 4 critères significatifs et 3 autres critères. Donc, c'est la triangulation de ces différents critères avec les données qu'on a pu quand même recorter au niveau de la revue de la littérature, qu'on a finalement eu la chance de prioriser dans l'introduction dans les 5 ans à venir, 7 vaccins. Il s'agit de l'hépatite B à la naissance, le MEN5, le rotavirus, la fièvre typhoïde, PCV, rougeole et rage. Donc, sur les 27 vaccins qui, au départ, a été choisi, donc en utilisant les différents critères, on a finalement retenu 7 vaccins. Donc, lors du deuxième atelier qui a eu lieu au mois de décembre 2025, les 7 vaccins qui ont été retenus ont été répartis en
priorité. Donc, on les a classés des vaccins à haute priorité, des vaccins à priorité moyenne et des vaccins à priorité basse. Donc, pour les vaccins à haute priorité qui doivent vraiment intéresser le pays à introduire le plus vite possible, c'est le vaccin PCV, l'hépatite B à la naissance, le Rota. Par rapport aux vaccins à priorité moyenne, nous avons la rubéole, le HPV et le vaccin contre la fièvre typhoïde. Bon, pour le vaccin rage, ça quand même, il est à voir dans la période après 2030, comment est-ce qu'on pourra l'intégrer. Donc, à l'issue de l'identification, de la priorisation de l'identification de ces 7 vaccins, l'équipe pays a essayé de mettre en scène deux scénarios. Il y a le premier scénario qui est à ma gauche. Il s'agit du scénario Prof pour Ba, l'introduction successive de ces différents vaccins. En 2027, nous avons l'intention d'introduire le HPV et puis continuer à faire l'extension de l'introduction du vaccin contre le paludisme dans les autres districts sanitaires. En 2028, nous proposons d'introduire le vaccin PCV, en 2029, l'hépatite B à la naissance et en 2030, le rotavirus et rubéole. Donc, le vaccin PCV va attendre après. Au cas où nous ne parvenons pas avec certains aléas qui peuvent nous empêcher d'appliquer ce premier scénario, nous avons proposé un deuxième scénario alternatif. Donc, en 2027, c'est toujours le paludisme pour lequel on doit faire l'extension et l'introduction du nouveau vaccin qui est le HPV. En 2028, c'est de voir comment est-ce qu'on pourra relever les défis en matière de couverture vaccinale efficace. Et en 2029, introduire le vaccin PCV. Et 2030, également, essayer de faire des actions à bouchée double, puis essayer de remonter la couverture vaccinale au niveau pays pour se préparer à l'introduction pour les prochaines planifications, le vaccin de l'hépatite B, le rota et la rubéole. Donc, finalement, pour aboutir à ces différents résultats, nous avons quand même tiré quelques leçons par rapport à cette priorisation. D'abord, les premières leçons qu'on a eu à tirer, c'est du fait que le groupe technique de travail... Ah bon? Ah, et pourtant, chez moi, ici, ça bouge. Hein? non, 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 ça ne bouge pas. La Allô? présentation. C'est pas en mode Vous nous entendez, diaporama. s'il vous plaît? Oui, on vous entend. C'est juste que la présentation ne bouge pas, c'est pas en mode diaporama. Mais vous pouvez conclure quand même. Ok. C'est la fin de votre présentation, de toutes les façons. C'est bon? Non, vous pouvez arrêter le partage et vous conclure. Ah, ok, donc, c'est ça le problème. Alors, pour terminer, nous avons quand même tiré des leçons. Il s'agit de la mise en place d'un groupe technique qui est majoritairement des spécialistes et puis qui sont de l'université, qui ont accompagné la mise en œuvre et puis la collecte des données. Et puis ensuite, essayer d'identifier les indicateurs possibles pour l'introduction de ces 7 vaccins. Il y a également le renforcement des capacités des membres du GTCV sur l'outil de priorisation, la mise en place d'une équipe technique multidisciplinaire qui a permis d'aboutir à un consensus rapide sur le choix des vaccins, les critères qu'on a utilisés pour le choix de ces différents vecteurs, et puis également l'identification des indicateurs de priorisation. En plus de ces leçons apprises, nous avons l'appropriation du processus par les cadres du PEV, qui est un élément essentiel dans le cadre de la réussite de cette priorisation. L'utilisation également des données des autres pays qui nous ont été utiles parce qu'il y avait certaines données qui n'étaient pas disponibles dans le pays. Et puis l'adoption du processus VIPOP par le CCA qui a favorisé l'adhésion de presque l'ensemble de tous les partenaires évoluant avec le ministère de la Santé. Donc, pour terminer, nous avons eu quelques prochaines étapes qu'on a identifiées. Il s'agit de la soumission de ces vaccins retenus pour approbation à l'autorité et au CCIA, la révision de la stratégie nationale de vaccination pour prendre en compte ces nouveaux vaccins qu'on doit introduire dans notre PEV de routine, l'élaboration des plans d'introduction de 7 vaccins sélectionnés pour leur soumission à Gavi,
Et puis également pour les prochaines échéances, il s'agit de l'introduction de ces 5 vaccins ces 7 vaccins dans les 5 prochaines années. Donc, et puis également, il y aura l'optimisation des vaccins RR, l'hexavalent, et puis du MEN5. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Prof. Ba. Donc, maintenant, on passe à la dernière présentation du pays, Non, ce n'était pas... qui est le cas de l'Afrique du Sud. Donc, j'essaie de faire de mon mieux que ce soit concise et que je laisse suffisamment de temps pour Florian. Euh, alors, s'il vous plaît, Prof. Ba, est-ce que vous pouvez arrêter le partage et muter, mettre mute, parce que je dois partager mon écran. Oh non. Cannot. Salim, can you help me? I cannot choose. Um, Salim, are you here? Yes, Iman, yes. So now, how do you see my slides? We seen it in Tab presenter mode. mode. So I cannot switch it from here. I don't know what to do. Um, no. No. Okay. Let me reshare my Oui, screen. c'est bon de mon côté. C'est bon maintenant. Ouais, This c'est bon Non, maintenant. je dois voir mes notes, c'est ça le Ah, problème. Alors, je pense que je dois partager la présentation. Euh, et puis, voilà, voilà, je ne sais pas. Non, ça marche pas ici, je ne sais pas pourquoi. Ah, est-ce que championnat. quelqu'un d'autre peut projeter? Euh, pas- je sais pas ce que je veux. Céline, est-ce qu'il y a un truc que je peux faire ici pour caméra, subtle screen, euh, height, show. Est-ce que je sais pas si c'est bon. Oui, ça marche, ça passe. Ça marche, d'accord. Parce que ok. Alors, je suis désolée pour ça. Je sais pas pourquoi. D'habitude, il y a un truc ici qu'on peut faire pour je sais pas, pour soit present a view. But anyway, euh, il n'y a pas de choses que je peux faire. D'accord. Euh, alors pour aujourd'hui, je vais vous parler de la transition du vaccin pneumococcique du PCV 13 vers le PCV 10 réalisé il y a 2 ans en Afrique du Sud. Je souhaite premièrement remercier Dr Tony Hawkridge et aussi la présidente et le vice-président du GTCV de l'Afrique du Sud, Anne van Gothenburg et Danny Moira, respectivement pour leur contribution à cette présentation, et aussi Ben, Greg et Ramondé. Alors, je vais commencer par examiner le contexte et les principaux éléments de justification en santé publique qui ont conduit à cette décision. Donc, le contexte, en fait, c'est l'Afrique du Sud a mené sur plusieurs décennies des recherches approfondies sur la maladie à pneumocoque, dont une grande partie a été publiée et accessible. Ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner vraiment quelques-uns des articles les plus importants afin de donner un aperçu de données qui étaient disponibles pour les décideurs au moment de la prise de décision.
Alors, cette étude, publiée en 2017, les auteurs ont montré l'efficacité du PCV13 pour prévenir la maladie à pneumocoque, la maladie invasive à pneumocoque chez les jeunes enfants non infectés par le VIH, exposés ou non exposés, mais aussi possiblement les enfants infectés par le VIH. Une autre étude publiée en 2020 qui a comparé l'immunogénicité des schémas 2 plus 1 et 1 plus 1. L'essai incluait des enfants ayant reçu le PCV13 et d'autres le PCV10 et ont montré une équivalence immunologique entre les deux schémas. Donc, pourquoi le GTCV sud-africain a soutenu le passage du PCV13 au PCV10? Qui est proposé par le Programme national de vaccination. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, l'Afrique du Sud a introduit le PCV7 en 2009, puis le PCV13 en 2011. Donc, tous les deux selon un schéma vaccinal 2 plus 1. Il y a ensuite eu une proposition de revenir au PCV10 au début de l'année 2024 une décision que certains ont pu percevoir comme un pas en arrière. On peut en effet se demander pourquoi passer à un vaccin à valence plus élevée, de valence élevée à un vaccin de valence plus faible. Donc cette décision en fait reposait sur le fait que la formulation de PCV10 produite par le Serum Institute de l'Inde, qui est fournie par l'entreprise sud-africaine Cipla, incluait des sérotypes pneumococciques plus prévalents en Afrique du Sud. Donc, le ministère de Santé a considéré que le PCV13 et PCV10 étaient interchangeables en termes d'immunogénicité et de sécurité. Donc, ce que je vais présenter maintenant, ce sont des points issus de la discussion avec le professeur Ludzani Molwewa, qui est vice-président du NAGI ou bien du GTCV sud-africain. Donc, il a mentionné que en Afrique du Sud, les vaccins sont achetés tous les 3 ans par le biais d'un appel d'offres avec le Trésor national, comme l'a mentionné Florian. Donc, c'est pourquoi toutes ces options étaient en train d'être discutées. Donc, la position du GTCV était que les différences entre le PCV 10 et PCV 13 n'étaient pas significatives dans le contexte sud-africain et les deux vaccins ont été considérés comme équivalents. Donc, le ministère de Santé a alors été chargé de décider s'il fallait faire le passage ou non et il fallait qu'il choisisse entre le vaccin PCV 10 de GSK et celui du Serum Institute de l'Inde. Donc, enfin, il convient de souligner que le JTCV aussi, en même temps, avant le passage, est recommandé déjà depuis un certain temps, le passage du tétanos vers le vaccin DTC ou bien le DTC, diphtérie, tétanos, coqueluche pour les femmes enceintes, et aussi du vaccin rougeole vers le vaccin rougeole-rubéole. Donc, aussi, pardon. Aussi, il est important à mentionner que le contexte financier, au moment de prendre ces décisions, a été marqué par la période de sortie du Covid avec des fortes pressions et contraintes budgétaires. Donc, dans ce contexte, il aurait été difficile de trouver des financements pour l'introduction du TTC. DTC et pour le RR. Donc, le passage du PCV13 au PCV10 a toutefois permis de réaliser des économies sur les vaccins anti-pneumococciques, économies qui ensuite pu être utilisées pour subventionner le déploiement du DTC et du vaccin rougeole-rubéole. Par ailleurs, donc, plusieurs décès dus à la coqueluche avaient été observés chez les jeunes nourrissons. Donc, et le seul moyen pour prévenir ces nouveaux décès était de passer du vaccin TT, tétanos, au DTC chez les femmes enceintes ou durant la grossesse. Donc, voilà, cette figure compare les sérotypes couverts par le PCV13 et par les deux vaccins PCV10. Le premier, c'est Synflorix de GCK et le Pneumocil de Serum Institute de l'Inde. Donc,
pardon, aucun vaccin ne couvre tous les sérotypes et chaque produit présente un profil de couverture différent. Le vaccin du Serum Institute de l'Inde et celui de GSK couvrent des sérotypes différents, ce qui souligne la décision doit se reposer sur l'importance épidémiologique et clinique des sérotypes qui pourraient ne pas être couverts dans un contexte national donné. En d'autres termes, le choix du vaccin doit s'appuyer sur l'épidémiologie générale et clinique du pays. Donc, l'épidémiologie de la maladie invasive à pneumocoque en Afrique du Sud montre une charge principalement concentrée, comme vous le voyez dans cette figure, chez les nourrissons, avec une charge moindre mais non négligeable chez les adultes plus âgés. Donc, dans cette figure, il s'agit de la répartition des sérotypes responsables de la maladie invasive à pneumocoque en Afrique du Sud. Vous pouvez les voir listés ici pour une période de 5 ans allant de 2007 à 2021. Et le ministère de la Santé a conclu que les deux vaccins étaient interchangeables dans la mesure où le PCV du Serum Institute de l'Inde couvrait les sérotypes pneumococciques jugés les plus importants dans le contexte sud-africain. Donc c'est donc cette option qui a été retenue. Un nouvel appel d'offres a été passé et le vaccin c'est le vaccin que nous utilisons actuellement. Donc, le changement a été mis en œuvre et accompagné par une campagne de formation à travers une série de webinaires organisés par le ministère de Santé. Ces webinaires ont commencé en fin d'octobre 2023 pour une mise en œuvre en janvier 2024, laissant environ 2 mois pour la préparation. Ils ont permis de former les professionnels de santé dans tout le pays, dans les secteurs publics et privés, et étaient ouverts à tous. Donc, ils sont aussi, durant ces webinaires, ils ont fourni une comparaison simple, comprenant à la fois les éléments scientifiques et des informations pratiques, notamment sur la présentation du vaccin, son administration et d'autres aspects opérationnels. Donc, ici, quelques études pertinentes publiées sur le PCV en Afrique du Sud après le changement. Je passerai très vite. Donc après avoir opéré le changement, il était essentiel de pouvoir détecter rapidement tout changement de la maladie invasive à pneumocoque lié à l'absence de certains antigènes ou certains sérotypes. Donc, si vous regardez le tableau, euh, pardon, la première ligne correspond au PCV 10. Donc, il s'agit du nombre d'épisodes de maladies invasives à pneumocoque causées par les sérotypes inclus dans le PCV 10 qui sont 1, 5, 6, 7, 9, 14, 19 et 23. La deuxième ligne correspond au nombre d'épisodes de la maladie invasive à pneumocoque causée par les sérotypes inclus dans le PCV 13, mais pas dans le PCV 10. Comme le sérotype 3, 4 et 18C. Donc, la catégorie autre regroupe les autres sérotypes responsables de la maladie qui ne sont pas inclus dans les deux vaccins. Donc, l'élément clé à examiner ici, c'est donc la proportion des cas potentiellement manqués en utilisant le PCV 10 plutôt que le PCV 13. Autrement dit, la proportion euh, représentée dans la deuxième ligne cette ligne. Donc, ici, on observe qu'avant le changement, cette proportion était aux alentours de 9%, 11%, 12%. Et après le changement, elle a été environ 11%, puis elle a diminué à environ 8%. Donc, aucun signal d'alerte a été observé. Donc, ces données correspondent à la période allant de 2024, soit environ 6 mois après le changement, jusqu'à un an plus tard. Donc, comme vous pouvez le voir, les segments verts des histogrammes représentent les nombres d'épisodes de la maladie invasive à pneumocoque causés par les sérotypes inclus dans le PCV 13, mais pas dans le PCV 10. Donc, l'objectif donc est d'examiner s'il existe une augmentation de ces cas au fil du temps, donc à l'œil nu. Il ne semble pas y avoir tendance à la hausse. Donc, la figure du bas présente la distribution séparément chez les nourrissons et chez les personnes plus âgées. Il semble que la même observation s'applique aux deux groupes d'âge.
En résumé, donc la décision de passer au PCV 13, du PCV 13 au PCV 10 en Afrique du Sud a été prise par le programme élargi de vaccination, le PEV, et le ministère de Santé, principalement pour des raisons économiques et de santé publique au sens large. Donc l'avis du l'avis du PCV du GTCV a été sollicité. Euh, pardon, let me- Ok. L'avis du GTCV a été sollicité et celui qui a indiqué qui n'existe pas de raison solide fondée sur les données probantes qui se posaient au changement, pour autant que celui soit justifié par d'autres considérations. Donc, la surveillance post-transition suggère que cette décision a été appropriée et a permis de dégager des ressources financières pour soutenir les programmes de vaccination par le TTP et le DTC, pardon, c'est en anglais, et le vaccin rougeole, rubéole et RR. Donc, il s'agit d'une décision d'optimisation, mais elle a été prise sans recours à un outil formel d'optimisation. Si un tel outil avait été disponible et utilisé, il aurait pu présenter des avantages en termes de structuration et de documentation du processus décisionnel et permettre à d'autres parties prenantes de mieux comprendre la logique sous-jacente à la décision. Donc voilà, je vous remercie vivement pour votre attention. Voilà les coordonnées de Tony Dubois et de Prof. Zani. Et dans la présentation, vous allez recevoir d'autres diapositives aussi préparées par Tony, complémentaires qui portent des exemples d'autres pays à titre de référence. Ce sont des autres références. Et merci. Maintenant, je passe la parole à Stéphane. Pardon, à Florian. Tu vas arrêter le partage. Merci, Men. C'est bon, l'écran est visible? Allô? Oui, oui, on le voit bien. Ok, parfait. Merci, Steve. Donc rapidement, merci Men, merci Steve et merci au professeur Baebrou. De, on va parler du processus, enfin en tout cas de l'approche qui est proposée pour le processus d'optimisation et les outils qui sont mis à disposition pour vous accompagner dans ce travail-là, qui, comme Steve l'a bien expliqué, sera très important en particulier pour les pays Gavi, qui vont devoir faire ce genre d'optimisation afin d'optimiser notamment leur enveloppe discrétion. Donc, ce que vous allez reconnaître dans le cadre méthodologique de NVIPST, parce que on a essayé de calquer l'approche pour l'optimisation sur celle de la priorisation, pour faciliter la cohérence entre les deux processus, notamment lorsqu'ils sont menés de manière conjointe, mais également pour que tous ceux qui ont été formés, tous les pays qui ont été formés à l'approche NVIPST, soient rapidement formés à l'approche sur l'optimisation. Donc c'est le même processus méthodologique, sauf que au lieu de partir de vaccins qu'on va prioriser, on va partir de questions d'optimisation. Et là, je veux rappeler la terminologie qui est utilisée, qui est importante. Ce qu'on appelle une question d'optimisation, c'est une question concernant un antigène, un changement pour un antigène, qui peut être un changement de calendrier, un changement de produit ou autre, à laquelle le pays va essayer de répondre. Donc, un exemple de question d'optimisation, c'est le pays doit-il passer de 2 doses de HPV à 1 dose de HPV? Ou alors, le pays doit-il passer de tel vaccin PCV, du vaccin PCV 13 au vaccin PCV 10? Ou encore, le pays doit-il ajouter 1 dose de booster pour le vaccin DTC? Ça, ce sont des questions d'optimisation et c'est ce que vous voyez tout à gauche par les petits O, les petits ronds euh, vides qui représentent les questions d'optimisation. Pour chaque question d'optimisation, il y a plusieurs options. Et ça, ce sont les petits ronds pleins qui sont associés à chaque question d'optimisation que vous voyez notamment dans le deuxième cercle.
Une question d'optimisation, par exemple, si je reprends la question HPV 2 doses pour passer à HPV 1 dose, les deux options, ce sont le HPV 2 doses et la deuxième option, c'est HPV 1 dose. Si on parle d'un changement de produit, par exemple, les différentes options, ça va être les différents produits. Et donc, on part de tout à gauche, où on a toutes les questions d'optimisation qui sont pertinentes pour euh, le portefeuille actuel, le portefeuille de vaccins actuel dans le pays. Il y a une première présélection sur celles qu'il faut prioriser, celles qui sont les plus urgentes à traiter. Donc ça, c'est un travail qui est fait avant le premier atelier par le PEV conjointement avec le GTCV, qui prépare une liste pour que le GTCV et le PEV votent. De la même manière que pour NVIPST, voter pour les vaccins à sélectionner, là, l'Assemblée va voter pour les questions d'optimisation. On recommande de traiter jusqu'à 3 questions d'optimisation parce que ça représente quand même beaucoup de travail. Il y a un certain nombre de critères pour chaque question d'optimisation. Et donc, pour que ce soit gérable dans un temps limité, c'est-à-dire entre 2 et 3 mois, on recommande de sélectionner 3 questions. Donc là, il faut sélectionner les questions d'optimisation et les options qui correspondent. Et enfin, les critères. Et on recommande de sélectionner jusqu'à 10 critères pour chaque question d'optimisation. J'y reviendrai. Ensuite, lorsque les données ont été collectées, il y a un même processus que dans NVIPST, sauf que là, on va classer non pas les vaccins, on va classer les différentes options. Donc, on va comparer pour HPV, par exemple, on va comparer la HPV 2 doses avec HPV 1 dose sur un certain nombre de critères. Les membres de l'Assemblée vont voter pour chaque critère. Il va y avoir un classement consolidé pour chacune des options et ensuite une discussion qui va faire apparaître une option préférée et une option rejetée. Dans ce cas-là, dans certains cas, lorsqu'on a beaucoup d'options, 3, 4, 5, on peut avoir une première option préférée, une deuxième option préférée et des options rejetées. C'est ce que vous voyez dans les petits cercles qui sont en rouge au milieu pour l'option préférée, en orange, deuxième option préférée, et en gris pour l'option rejetée. Enfin, il y a une discussion sur l'importance et la faisabilité de ces changements. Donc, si l'option qui a été sélectionnée, c'est une option différente de l'option en cours. Par exemple, on passe de HPV 1 à HPV 2 à HPV 1 dose. Dans ce cas-là, on appelle ça un changement, un changement d'optimisation, une décision qui va induire un changement dans le calendrier. Et là, il va falloir voir quels sont les changements qui sont prioritaires. Donc, si on traitait 3 questions différentes, est-ce qu'on fait d'abord le passage de HPV 2 à HPV 1? Est-ce qu'on fait d'abord le passage de PCV 13 à PCV 10? Et ça, c'est une discussion qui a lieu lors du second atelier. Et enfin, pour ceux qui ont déjà fait l'exercice ou qui sont alertes sur NVIPST, on a là le séquencement de ces changements en disant, voilà, sur la base de ces priorités, il faut faire tel changement en 2027, tel changement en 2030. Ça, ce sont les différentes étapes. Si je le simplifie, euh, en quoi consistent les différentes étapes? Première étape, revoir le portefeuille de vaccins et les questions d'optimisation potentielles, en présélectionner jusqu'à 10. Deuxième, parmi les 10, en sélectionner 3 lors du premier atelier et définir pour chaque question les options. Pour chaque question, revoir et sélectionner jusqu'à 10 critères et assigner une pondération. Et pour chaque critère, définir les indicateurs mesurables. Ensuite, on entre dans la phase 2. Pour chaque critère, on collecte les données de chaque indicateur et on prépare une synthèse des évidences pour comparer entre les options, comme on faisait pour NVIPST. Ensuite, lors du deuxième atelier, le premier atelier, on recommande qu'il ait lieu en ligne, le second plutôt en personne, il dure entre 1 et 2 jours. Pour chaque question, on va classer les options sur chaque critère. On va, sur la base de ces classements moyens, choisir des options préférées ou des options conservées pour plus tard et des options qui seront rejetées, donc qui ne seront pas sélectionnées. Comparer les questions d'optimisation en discutant de leur importance et de leur faisabilité relative. 9, définir des contraintes programmatiques qui peuvent impacter les scénarios. Et 10, rédiger les scénarios sur la base des options préférées, des niveaux de priorité et des contraintes. À noter que certains pays, lorsqu'ils ont le temps et qu'ils le souhaitent, ils peuvent mener l'exercice de priorisation et d'optimisation en même temps.
Donc évidemment, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a plus de sujets à traiter, mais ça a la vertu de permettre de produire à la toute fin des scénarios qui sont cohérents et qui incluent à la fois quelles optimisations il va falloir faire et à la fois quelles sont les introductions de nouveaux vaccins qui sont prévues. À quoi ressemblent les résultats, à quoi ressemblent les outputs, les livrables de ce processus? Donc, on a une liste consolidée des questions qui ont été traitées, le classement par ordre de priorité des options pour chaque question, l'évaluation de la faisabilité des changements, s'il y en a, et les scénarios de séquence. Donc, ça peut ressembler à ça, par exemple, si on regarde changement de produit PCV, on dirait l'option préférée numéro 1, c'est Pneumocil 10 en 5 doses. L'option préférée 2, c'est Prevnar 13 en 4 doses. Et on a une troisième option préférée. Et pour la deuxième question traitée, ce serait le changement de calendrier rota. Première option préférée, 1 plus 1 dose. Et deuxième option préférée, 2 plus 0 dose. Avec évidemment toutes les preuves qui sont à l'appui de la décision. Et j'insiste sur ces preuves-là qui sont très utiles dans le contexte, par exemple, des CVB et de la demande holistique à Gavi, parce que ça va permettre, notamment pour les critères de budget, d'avoir une compréhension globale de l'impact de chaque option sur le budget du programme de vaccination. Je passe rapidement pour me focaliser et vous donner un exemple concret d'un pays qui commence ce travail d'optimisation. Donc, il va commencer par regarder son portefeuille actuel. Concrètement, il va dresser la liste des vaccins qui sont actuellement utilisés. Il va effectuer une analyse de l'espace budgétaire et fiscal pour savoir quelles sont les limites et les contraintes budgétaires qui existent. Ensuite, il va regarder la liste des questions d'optimisation que je vais vous présenter dans une minute. Il va filtrer pour prendre les questions qui correspondent à ses objectifs. Par exemple, s'il a d'abord des objectifs d'économie de coûts, il va plutôt sélectionner ces questions-là. Les présélectionner. Lors du premier atelier, ces questions vont être raffinées pour en sélectionner que 3. Et enfin, toujours lors du premier atelier, on va sélectionner les critères. Donc ça, c'est un exemple d'un pays qui va regarder son portefeuille de vaccins. Donc ça, c'est son portefeuille de vaccins. On voit qu'il y a 10 antigènes qui sont utilisés. En fait, il y en a 10. Il y en a 9 dans la routine, plus le choléra via des campagnes. Il regarde la liste des questions, toutes les questions qui sont possibles. Donc ça, c'est dans le document qui sera mis à disposition lundi prochain, enfin la semaine prochaine, sur le site du NRC. Et il va regarder pour quel vaccin ou quels antigènes sur quels antigènes et vaccins il veut se concentrer. Donc, il a sélectionné plutôt les vaccins HPV, rougeole rubéole et PCV. Donc, il va voir pour le VPH, pour le HPV, il va voir dans l'outil la fiche du VPH et il voit qu'il y a 7 questions possibles d'optimisation pour le VPH, dont 3 l'intéressent. Pourquoi? Parce que les 3, vous voyez, elles ont comme bénéfice attendu un impact budgétaire positif, c'est-à-dire une économie de coûts. C'est ce que vous voyez ici. Les petites tiques, elles représentent pour chaque colonne les bénéfices qui peuvent être attendus de chaque question d'optimisation. Donc, si je prends la première qui est mise en valeur, le passage de HPV 9, par exemple, ou de HPV 4 à HPV 2, on a un impact budgétaire positif et on s'attend aussi à un impact sur la disponibilité de marché positif. Dans un passage de 2 doses à 1 dose, on va avoir une économie de coût, une amélioration de la couverture, une amélioration de la chaîne de froid, une amélioration de la disponibilité, de l'expérience des patients et de l'expérience des ressources humaines. Donc, l'équipe qui s'occupe de l'optimisation va sélectionner les questions qui lui paraissent pertinentes. Donc, en l'occurrence, passage à une valence inférieure pour le HPV, passage d'un calendrier de 2 à un calendrier de 1 dose et potentiellement changement de produit pour un produit moins cher. Dans le même document, il y a un rappel des recommandations de l'OMS. Je ne vais pas revenir là-dessus,
mais c'est pour vous rappeler ce qu'a dit l'OMS dans les différentes notes de synthèse pour chaque antigène. Et on fournit également pour chaque question d'optimisation une fiche synthèse. Alors pour l'instant, on l'a fait que pour 16 questions d'optimisation les plus prioritaires, mais à terme, il y en aura pour 50. Donc là, c'est l'exemple de la fiche synthèse pour le passage à une valence inférieure. Donc vous avez un petit résumé en haut de la question, qu'est-ce que ça permet de faire et en quoi ça consiste. Un assessment, une évaluation de la faisabilité. Est-ce que c'est très facile, moyen, complexe ou plus complexe? Et est-ce qu'on parle d'un produit, d'un programme Gavi qui est un programme garanti ou discrétionnaire? Vous allez avoir pour cette question-là les produits qui peuvent être considérés. Donc là, par exemple, si on passe à une valence inférieure, ça veut dire qu'on passe de 9 à 4 ou 2 ou de 4 à 2. Donc on a les produits de HPV 2 ou HPV 4, Cervarix, Écoline, etc. Vous avez les impacts potentiels sur les différents critères. Donc, est-ce qu'il y a un impact budgétaire, un impact en termes de couverture ou d'équité, un impact en termes de chaîne de froid logistique, de perte de vaccins, de disponibilité, de contrôle de la maladie sur les patients ou sur les ressources humaines, avec, quand c'est un plus, un impact positif, quand c'est un moins, un impact négatif, et des commentaires, et les implications du programme. Est-ce que faire ce changement, faire cette optimisation, ça nécessite un nouveau point de contact, oui ou non, une modification de la documentation, de la formation des équipes, de la communication pour le public, un changement dans l'administration de la reconstitution, de l'investissement dans la chaîne logistique, un changement de stratégie ou un investissement dans la surveillance. Et donc, en fonction de ça, c'est comme ça qu'on a dit que ce changement, par exemple, la faisabilité, elle est considérée comme facile. Ce qu'on vous fournit en plus pour chaque question, c'est des critères de comparaison suggérés. Donc, on vous suggère d'utiliser certains ou tous ces critères qui sont là, mais c'est une liste de départ. Vous pouvez aller chercher des critères supplémentaires, les rajouter dans la liste complète. Vous pouvez en supprimer de cette liste-là. C'est vous qui, de la même manière que pour NBA IPST, quand vous sélectionnez la question, sélectionnez les critères pour comparer les options. Il y a également des exemples de pays qui ont pu faire cette optimisation que vous pouvez contacter et de ressources disponibles pour vous accompagner dans l'évaluation des différentes options. Voilà, je passe très rapidement. Ça, c'est la même chose, mais pour le passage de 2 doses à une dose. Et donc, comme je vous disais, tout ça va être disponible sur le NRC sous forme d'un document d'orientation qui vous rappelle étape par étape ce que vous devez faire. Donc là, je l'ai présenté très rapidement pour l'introduction, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire en amont du premier atelier, qu'est-ce qu'il faut faire entre le premier et le deuxième atelier, qu'est-ce qu'il faut faire lors du deuxième atelier, etc. Tout ça, c'est détaillé dans un document PDF et également les outils qui vont vous accompagner. Donc, par exemple, la liste des questions d'optimisation que je viens de vous montrer avec les fiches pour chaque question. Et je vais vous juste terminer ça en vous montrant comment accéder à cette ressource qui pour l'instant qui pour l'instant n'a que le fichier PDF, mais qui d'ici la semaine prochaine aura également toutes les questions d'optimisation. Donc, je vais sur le site du NITAG Resource Center. Pour ceux qui ne savent pas comment y aller, vous pouvez mettre dans Google, vous pouvez mettre GNN ressources et vous cliquez sur le premier lien. Donc, vous allez sur le site du NITAG Resource Center, donc du centre de ressources pour les GTCV. Vous allez dans Training ou pour ceux qui l'ont en français, ce sera marqué Formation. Vous descendez. Et ici, vous allez avoir le VPOP Toolkit. Donc, ici, je vous rappelle, il y avait le NVIPST. Ici, vous allez avoir le VPOP Toolkit. Donc, vous cliquez dessus. Pour l'instant, il n'y a qu'un outil, c'est l'outil PDF, comme je vous le disais, mais vous cliquez dessus et vous pouvez le télécharger. Par exemple, pour l'instant, il n'y a que la version anglaise qui est disponible. Et voilà ce qui s'affiche. Le fichier est disponible. À noter donc que d'ici la semaine prochaine, il y aura un certain nombre d'outils supplémentaires qui viendront vous aider pour l'optimisation. En début
deuxième trimestre des outils encore supplémentaires. Voilà. On voulait déjà que ça se soit disponible le plus tôt possible pour vous accompagner, notamment pour les pays Gavi dans la préparation des CVB. Merci à tous et ravi de prendre des questions s'il y en a. C'est Florian. Euh, alors, je pense, euh, c'est ça le questionnaire. Donc, il y a une question. Est-ce que le VPOP concerne les vaccins déjà introduits? Oui. Florian? Alors, euh, Il y a une question. oui, oui. Alors, donc, est-ce que le VPOP concerne les vaccins étrangers? En fait, VPOP, c'est Vaccine Prioritization and Optimization. Vaccine Portfolio, pardon, Optimization and Prioritization. Donc, en fait, VPOP, c'est un nom, c'est le parapluie un peu large qui comprend à terme les outils d'optimisation et de priorisation. Donc, oui, ça concerne les vaccins déjà introduits. Par exemple, pour tout ce qui est l'optimisation, on ne parle que des vaccins déjà introduits. On ne va pas optimiser un vaccin qui n'a pas ou un antigène qui n'a pas été introduit. Par contre, la priorisation, c'est pour les vaccins qui ne sont pas encore dans le portefeuille. Est-ce que ça répond à votre question? Je ne sais pas qui est-ce qui l'a posté. Oui, c'était en anonyme. Et il y a une autre question. Les versants français seront disponibles à quelle date? C'est une très bonne question. On n'a pas encore de timeline pour la version française, mais on espère que ce sera disponible euh, avant le début du deuxième trimestre. Voilà, c'est en cours de discussion. L'idée, c'était vraiment qu'il y ait une première version qui soit publiée, disponible pour tout le monde. Maintenant, on va faire les améliorations et notamment les traductions. D'accord. Alors, pour Prof. Bal, il y a une question. Comment vous préparez, vous préparez-vous, organisez-vous l'optimisation sur la base des ajustements de financement de Gavi et ou d'autres organismes et comment mettez-vous à jour votre stratégie nationale de vaccination? Très rapidement parce que on doit clôturer. Euh, Prof. Ba? Allô? Oui. Par rapport, bon, donc, Il y a un autre ordinateur, s'il vous plaît, juste un seul ordinateur. Parce qu'il y a un écho, on entend un écho. allô? Ça ne pas, hein. Fermez des autres ordinateurs, utilisez uniquement un. Allô? Non. Il y a d'autres appareils qui sont ouverts. Oui, il y a un autre appareil. Oui, je vais fermer. Vous êtes encore là? Alors, Prof. Brew. On passe, il y a une autre question pour Prof. Brew, au Dr. Brew, avant qu'on clôture. Allô? Il y a un écho, Dr. Ba, il y a un écho. On ne peut pas vous entendre clairement. Mais il y a une question dans le chat, quelles sont les limites liées à l'utilisation de deux approches en même temps? Je pense que c'est pour Florian, encore une fois. Les limites liées à l'utilisation des deux approches, donc optimisation et priorisation, hein, c'est bien ça ce que vous voulez dire, Dr Coulibaly. Euh, les limites, c'est plutôt des limites en termes de temps, parce que sinon, c'est quelque chose qui est recommandé. En fait, on recommande au programme de tout faire d'un coup pour que potentiellement les économies ou en tout cas les résultats de l'optimisation
ait un impact sur la priorisation et inversement. Les limites, elles sont surtout en termes de temps, parce que faire un process d'optimisation plus un process de priorisation, ça veut dire une collecte des données qui est très extensive. Par exemple, mettons que vous sélectionnez 2 questions et 5 vaccins, avec un certain nombre de critères à chaque fois. Le temps de collecter ces données, c'est ça qui va être limitatif. Donc, ça va être un processus qui va être plus long, qui va prendre plutôt entre 4 et 6 mois, plutôt que entre 2 et 3 mois. Par contre, pour un pays qui a le luxe de ce temps-là, en amont de sa SNV, on recommande vraiment de faire les deux en même temps. Euh, Tout simplement parce que, comme je le disais, il y a des bénéfices qui vont arriver de l'optimisation qui vont pouvoir servir à la priorisation. Je donne un exemple sur la méningite. Euh, pour ceux qui veulent introduire le vaccin multivalent contre la méningite, généralement, on repousse la dose à la deuxième année. Donc, ça libère pour la première année, ça libère un slot, une injection de moins qui peut être utilisée pour une nouvelle introduction de vaccin en année 1 de vie. Donc ça, c'est des exemples de bénéfices non budgétaires que peuvent avoir des optimisations sur l'introduction de nouveaux vaccins. Merci, Florian. Il demande s'il y a des dates limites pour la soumission des requêtes. Je pense, Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par les requêtes? je Peut-être sais prof pas. Coulibaly. Si c'est des requêtes Gavi, je laisserai Steve Steve a déjà quitté parce que je pense Coulibaly. qu'il y a un autre engagement, oui. Mais si c'est au sein du même pays, ça revient au ministère et au pays. Alors, si c'est possible, s'il vous plaît, de veuillez compléter les 5 questions dans le pool avant de quitter cette session. Et je donne la parole à Sidi de l'OMS Région Afrique pour clôturer. Merci beaucoup, Yemen. Permettez-moi avant tout de souhaiter une bonne et heureuse année à toute l'assistance ici, les membres du GTCV, mais aussi les partenaires de niche Development Catalyst de GSI et autres. Nous arrivons donc au terme des 5 webinaires qui étaient consacrés à l'optimisation des vaccins, mais surtout à la priorisation des nouvelles introductions de vaccins, notamment sur les 4 dernières webinaires, c'était surtout concentré sur la priorisation. Aujourd'hui, Florian a introduit un peu l'optimisation des vaccins avec cet outil qui est encore en phase, qui sera en phase pilote dans certains pays avant la finalisation d'ici quelques mois. Donc, on peut dire réellement que les GTCV ont été capacités sur cette approche. Et c'est une approche qui s'impose un peu à nous, vu le contexte du financement de la vaccination au niveau mondial, mais aussi surtout au niveau régional, et notamment les pays qui sont supportés par Gavi. Il y aura des coupes drastiques certainement dans les enveloppes qui seront assignées au pays. Mais aussi, il y a d'autres pays de la région qui sont en phase de transition et qui doivent réellement voir quels sont les investissements qui auront un impact significatif dans la mortalité des maladies, des maladies évitables par la vaccination. Donc, ce que l'on suggérerait au pays, c'est vraiment d'aller dans cet exercice, de faire cet exercice de priorisation, mais aussi d'optimisation des portefeuilles de vaccins durant cette année 2026. Et ceci dans une approche globale de planification stratégique. Donc, ça veut dire qu'un pays qui va faire la priorisation, l'optimisation, doit suivre aussi, doit pouvoir mettre à jour son plan national
stratégiques de vaccination. Donc, nous remercions tous encore une fois d'avoir participé à cette série de 5 webinaires. Certainement, il y aura d'autres webinaires qui vont suivre avec le niche, mais aussi en collaboration avec l'OMS et d'autres partenaires dans les mois à venir. Peut-être juste rebondir avant de clôturer définitivement sur la question qui a été postée par Yacouba Koulibaly. Docteur Yacouba, les processus de requête suivent le même chemin que vous faisiez, donc à savoir la requête à l'OMS, et nous allons pouvoir mobiliser les partenaires pour pouvoir appuyer les pays. Je pense que vous êtes déjà dans le processus de priorisation. Maintenant, peut-être voir aussi comment inclure l'optimisation dans ce processus-là. Encore merci une fois à tous, et j'aimerais réellement faire un big up à Ramonde qui a coordonné tout cela depuis le début, et aussi à Laura et à toute son équipe. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup maintenant. À la prochaine. Bye. Merci, madame. Merci. Oui, j'ai demandé. Est-ce que c'est possible d'avoir les différentes présentations? Ah oui, ils vont Vous être les aurez. partagés. Merci beaucoup. Ok, Merci. merci, au revoir. Merci. Merci. C'est l'équipe qu'on a même vu en Afrique. Tu vas accompagner les autres, on va finaliser la présentation. Ok, merci, docteur. Ça aussi, c'est... Les deux n'ont pas posé. Ils n'ont posé que comment est-ce qu'on va s'y prendre par rapport à notre SNV, c'est tout. On va actualiser en fonction des pays. C'est même dans les prochaines étapes qu'on a pris. Ça quel du pays, c'est Peut-être. comme c'est pas de ressources que tu fais avec. C'est quelque chose. Mais ce qui est important, c'est comment avoir maintenant les outils d'optimisation là. J'ai demandé qu'ils nous donnent le lien. On a l'adresse mail de Florian. On peut l'écrire. Ok. Mais